Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir pour venir écouter Oliver Gallmeister, qui est un éditeur qu'on apprécie énormément, comme vous le savez, qui était déjà venu chez Caribe en juillet 2013 avec Fabrice Collin pour nous présenter en fait quelques points saillants de son édition, comme le temps passe, sa maison d'édition, et qui revient donc ce soir dans un exercice différent, l'exercice de libraire invité. Donc il va nous présenter 6 livres qui lui tiennent particulièrement à cœur. Et puis en fin de soirée, je dirais quelques mots sur quelques livres. C'est très difficile parce qu'il y en a énormément qui nous plaisent, évidemment, chez Gallmeister, mais des livres qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et donc, c'est à toi. Okay. Bonsoir tout le monde. Comme je dis, à chaque fois, je suis toujours impressionné d'être devant des gens qui viennent m'écouter. Si j'étais moi, je ne viendrais pas m'écouter. Mais c'est un exercice, quand Hugues m'a parlé de ça, libraire d'un soir, j'ai accepté tout de suite de venir parler de livres, avant de comprendre qu'en fait, ça allait être parler de livres que je n'éditais pas. Et du coup, en fait, après, j'ai commencé à avoir des sueurs froides parce que c'est un exercice que j'ai en horreur et que je fais très très mal. J'ai déjà beaucoup de mal à parler des livres que j'édite. Et puis surtout, la première difficulté, alors j'étais engagé donc je l'ai fait, la première difficulté c'était de dire mais quels sont les livres qui ont compté pour moi. Alors on en a parlé ensemble, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais moi ça change tous les 15 jours, quoi, quasiment. Il y en a qui reviennent, alors j'ai essayé de prendre les livres les plus marquants pour moi, dans l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment depuis, on va dire, une dizaine d'années. Donc c'est déjà un grand moment. Et puis après, je suis allé sur le site et j'ai vu les gens qui avaient fait des choix vachement érudits ou vachement originaux, d'auteurs que je connaissais pas du tout. Alors je me suis dit, il faut que je fasse des choses un peu intellectuelles. Et j'ai pas réussi. Donc je vais vous parler, en fait, j'ai essayé d'ordonner ça. Et en fait, j'ai à moitié réussi, c'est-à-dire que je vais vous parler de livres dans un ordre chronologique de découverte de ma part et en même temps, comment ça s'inclut dans ce que j'aime dans la littérature. Voilà, donc c'est un peu égocentrique, mais c'est le but de l'exercice. Donc le premier livre, il n'y a rien de très original, hein. Le premier livre dont j'ai un souvenir en tant que lecteur, un souvenir fort, c'est L'île au trésor de Stevenson, que vous connaissez tous, que j'ai lu dans une traduction de je ne sais pas qui en 1978. Vous voyez, j'avais 8 ans, dans les collections qu'on avait pour enfants, les gros livres bleus, là. J'étais sur la plage en Espagne, et c'est mon premier souvenir. Alors l'histoire, vous la connaissez, le gamin, les Long John Silver, les bateaux, l'île, tout ça, donc c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman d'aventure. Quand on a 8 ans, forcément, ça marque. Et je pense que, un peu comme les oiseaux, quand ils sortent de l'œuf, vont s'imprégner de l'odeur de la première personne qu'ils vont sentir, je pense que le premier livre qu'on lit, il vous marque à tout jamais, parce que moi, personnellement, j'ai toujours cherché ces mêmes émotions. Même maintenant, quand je lis un livre, je m'intéresse pas tellement au style. C'est paradoxal ce que je veux dire parce qu'après mais si un livre est même mal écrit mais qu'il a une histoire qui fonctionne, je suis comme un gosse de 8 ans et je retrouve exactement les émotions que j'avais quand je lisais L'île au trésor, voilà. Et voilà. Alors après c'est difficile de parler d'un livre, je raconte pas, je fais pas de spoiler et tout, donc je raconte pas l'histoire du livre, on est bien d'accord, hein. On considère que soit vous l'avez lu, soit vous l'achetez, il est là, donc mais voilà, Stevenson, c'est un auteur qui est génial en plus parce qu'il est, jusqu'à ce qu'il soit un peu mis en avant par les éditions Phébus dans les années, je sais pas, 90, par là. C'était un auteur qu'on considérait comme un auteur de jeunesse. En France, c'était pas encore un auteur, la jeunesse, c'était pas encore le marché que c'est aujourd'hui, donc c'était un peu infamant. Et c'était intéressant de voir que lorsque moi j'étais gamin, dans les collections pour jeunesse, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on trouvait les plus grands écrivains américains, Twain, London, Cooper, Stevenson qui n'est pas américain, je le sais, et on trouvait en fait de la très 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 belle littérature, mais qui sous prétexte qu'elle n'était pas, c'était les années, vous savez, après le nouveau roman, en France on aimait les choses intellectuelles, qui sous prétexte qu'elle n'était pas très intellectuelle,
était cantonné à littérature pour gosses. Ce qui est toujours un truc qui m'interpelle beaucoup, même maintenant, et qui m'agace un petit peu. Voilà. Donc, pour moi, ce livre-là, c'est le livre parfait. Voilà. On rentre tout de suite dedans. On est dans la tête d'un gamin. Il y a de l'aventure. Il y a de la mort. Donc, ça veut dire que ça peut être un livre qui est lu par un enfant et qui prend pas les enfants pour des cons, ce qui est quand même bien. C'est ce qu'on faisait aussi à l'époque. C'est un livre d'adulte. C'est un livre qui était paru en feuilleton dans je sais plus quelle revue. Enfin, c'est un truc parfait, quoi. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que ça a complètement façonné notre imaginaire à tous. C'est-à-dire que dès qu'il y a un film sur les pirates, c'est Long John Silver qui est, voilà, ils ont tous la jambe de bois, la barbe, et on est exactement dans les clichés qu'un auteur, par la puissance de son imagination, a imposé à tout le monde, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et, euh, et Stevenson, voilà, ses contes d'Emily et Nuit sont sublimes. Bon, Dr. Jekyll, parfait aussi. Voilà, c'était quand même un auteur voilà, qui m'a beaucoup plu. Et voilà, premier livre. J'en avais 7, hein. L'autre, mon premier livre de littérature américaine. Non, alors c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais ça, on va dire que c'est dans l'ordre. Le premier livre de littérature américaine que j'ai lu quand j'étais en seconde, j'avais 16 ans, c'était Des souris et des hommes de Steinbeck. Un auteur qui est paradoxalement un petit peu au purgatoire en ce moment. Je sais pas si les gens lisent encore un peu Steinbeck. Pourtant, qui est un énorme styliste, et ça, c'est son livre, l'un des plus connus, en tout cas le plus facile, qui a été écrit en 1937, je crois, par là. Donc l'histoire de ces deux ouvriers agricoles qui errent de job en job. Il y a ce petit gars malin, Georges, et Lenny, cette espèce de grande brute au grand cœur, mais qui est un peu simple d'esprit et qui s'attire que des ennuis parce qu'il maîtrise pas sa force, jusqu'à une fin un peu tragique. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que donc j'étais en seconde, j'avais une prof de français géniale, Madame Leclerc, on étudiait Benjamin Constant, que j'adorais, Racine, Voltaire, Rousseau, les grands classiques français, et elle nous a fait juste lire ça. Et c'était génial parce que c'était, enfin, vous voyez, tous les auteurs que j'ai cités, vous comparez et vous prenez un auteur américain, vraiment américain, dans les années 20-30, la littérature américaine commence à prendre son essor en tant que littérature autonome avec un apport original, pardon, et on n'avait jamais lu des trucs comme ça. C'est ça qui était génial. Quand on a 16 ans et qu'on lit ça, voilà. Donc ça m'a interpellé, ça m'a fait lire d'autres auteurs, et donc après j'ai enchaîné avec, bon, bien sûr, vous savez quand on lit quand on a 16 ans, on est tous passés par là, on lit tout. Donc après Steinbeck, j'ai lu Hemingway, que j'ai adoré, pareil, l'été de mes 16-17 ans. Et j'ai relu après le livre dont je vais vous parler, qui est les aventures de Nick Adams, qui n'est plus disponible, mais qui va l'être apparemment bientôt. Donc Hemingway, on connaît ses romans, mais il a écrit des nouvelles toute sa vie, et les mauvaises langues disent qu'il est meilleur novelliste que romancier. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Et toute sa vie, il aura des nouvelles qui vont suivre un personnage qui est Nick Adams, qu'on découvre enfant, et puis jusqu'à un âge adulte, on va dire mûr. Et ces nouvelles ont parsemé tous ces recueils. Et en 1972, il y a un expert d'Hemingway qui les a regroupés dans un recueil en les classant par ordre chronologique. Et en fait, c'était le double d'Hemingway, Nick Adams. Donc, comme lui, il a grandi dans le Michigan avec un père qui chassait, qui pêchait. Il raconte ses parties de chasse avec son père quand il est enfant, quand il a 7 ans, qu'il demande à son père est-ce que c'est dur de mourir. Son père lui répond non, c'est pas dur, tu verras. Voilà, des choses magnifiques, plein de petites nouvelles comme ça, il y en a 24 je crois dans le recueil. Il y a deux nouvelles qui sont connues. Il y a The Killers, donc les tueurs, j'imagine, qui a donné le film de Robert Siodmak en 46 peut-être, qui est exactement comme le début du film, est très fidèle à la nouvelle, et la nouvelle s'arrête là. Il n'y a rien de dit de ce qui est dans le film après, qui est basé sur un fait historique. Donc l'histoire de Nick Adams qui est dans une espèce dans un diner, dans un restaurant, et puis il y a deux types dont on comprend assez vite qu'ils sont des tueurs qui débarquent, qui
ligote le chef, enfin le propriétaire, le cuisinier noir et Nick Adams, et qui demande où est Hall Anderson, je sais pas quoi, un type qui cherche à abattre. Voilà, ça c'est l'histoire de la nouvelle. Donc cette histoire, elle a donné le magnifique film de Sean Mack, et il y a cette nouvelle qui est géniale, qui s'appelle La Grande Rivière au cœur d'Où, The Big Two-Hearted River, en deux parties, qui est un des plus beaux textes de littérature américaine, à mon sens, qui raconte l'histoire de Nick Adams, qui débarque du train dans une petite ville qui est un peu détruite parce qu'il y a eu un incendie, la campagne est ravagée, et il se dirige, sac au dos, vers la grande rivière au cœur double. J'imagine que c'était traduit comme ça. Euh, et il va marcher le long de cette rivière, il va camper, il va pêcher. Rien. Il y a rien d'autre. Il se passe que ça. Ça n'est pas dit une seule fois, mais on comprend que Nick vient là parce que il rentre de la guerre. Il y a des réminiscences, quelques vagues réminiscences, et qu'en fait, il va au contact de la nature arriver à une forme de régénération qui va espérer, comme c'est un thème récurrent chez Hemingway et chez plein d'auteurs américains, retrouver une forme de sérénité au contact de la nature, avec la pêche, avec la... Enfin, voilà. Et cette nouvelle est extraordinaire parce que premièrement, c'est tout Hemingway contenu en quoi, je sais pas, 20 pages. Ces phrases courtes qui ont été... Maintenant, un siècle plus tard, on pense que faire des phrases courtes, c'est facile, et que le style d'Hemingway a été tellement copié que tout le monde y arrive. C'est comme ça qu'écrivent la moitié de nos écrivains français. Mais c'est vraiment difficile de faire ce qu'il a fait, de couper tout ce qui est psychologique, tout ce qui est émotionnel, toute analyse, etc., pour arriver à nous faire ressentir l'état d'esprit du personnage uniquement à travers ses actions. C'est ce qu'on appelle l'écriture behavioriste. Et c'est extraordinaire parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Et oui, c'est pour ça qu'il a eu le Nobel. Et c'est extrêmement émouvant. Voilà. Et en plus, ça contient pour moi en germe tout ce qui m'intéressera plus tard, une fois que je serai devenu éditeur dans la littérature américaine. Ça fait combien de livres? 3? Oh là là. Hemingway. Et après, oui, voilà. Juste après Hemingway, j'ai lu Fitzgerald. Donc Gatsby. Que j'ai lu oula, plein de fois. Et ça, je m'en lasse pas. Alors ça, c'est très intéressant, c'est très différent. Parce que les deux étaient contemporains, ont eu des rapports un petit peu compliqués, etc. L'histoire de Gatsby, racontée par Nick Carraway, le narrateur, c'est pour moi, c'est exactement celle de Swann dans La Recherche du temps perdu. C'est-à-dire cet homme très riche, on ne sait pas trop d'où il vient, il est différent, on l'aime pas trop. Lui, on comprendra que c'est parce qu'il a sans doute fait fortune dans le trafic d'alcool, le fait qu'il soit juif, il joue un peu, exactement comme Swann, etc. Et en fait, à travers le regard de Nick Carraway, on voit toute une société américaine qui est en train, donc les années folles, le roman date de 1925, par là, en train de devenir cette grande nation capitaliste qu'elle est encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et en même temps, on perçoit les différences de classe qui apparaissent, ce qu'on voit ce qui nous rapproche de Steinbeck, qui lui parle de la Californie, de la ruralité, et là on voit les hyper riches de Long Island et de New York, et en même temps, ben, on voit bien tous ceux qui ne le sont pas. Donc c'est un roman de classe, c'est un roman d'amour magnifique, bien évidemment, qui a donné lieu à 2 films, dont l'un est est correct et l'autre est vraiment horrible, à mon sens. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, là encore, c'est que le portrait de l'Amérique, qui en effet est très original, parce que cette Amérique-là n'avait pas d'équivalent en Europe, et le monde des flappers, le monde du jazz, c'est cette société de classe qui se recrée, puisqu'il y a quand même une forme, entre guillemets, d'aristocratie américaine, celle à laquelle appartiennent Tom Buchanan, entre guillemets, vieille fortune américaine, et,
et Gatsby qui est donc un nouveau riche, etc. Il y a une dimension de roman noir aussi, donc un roman de critique sociale, clairement, dans ce livre-là, exactement comme dans euh, celui d'avant, Les souris et des hommes. Il y a cette dimension-là qui participe euh, d'un des deux grands apports de la littérature américaine, pour moi, la littérature mondiale. Le premier qu'on voit chez Hemingway, enfin qu'on voit bien avant Hemingway, mais dont je vous ai parlé, qui est le rapport à la nature, ce que nous on appelle le nature writing, mais donc cette espèce d'idée héritée du romantisme que l'homme au contact de la nature retrouve sa bonté profonde. Et ça, c'est un truc que les Américains ont magnifié, ça vient de la Grande-Bretagne, mais à mon avis, eux, avec Fenimore Cooper, en premier lieu, puis Walden, etc., ils ont réussi à parce qu'ils ont le paysage, enfin, ils ont la géographie, parce que ils ont pris le temps, lentement mais sûrement, de détruire une espèce de paradis originel en massacrant Indiens, bisons, etc. Ils ont beaucoup réfléchi à ça. Et donc ce rapport à la nature qui fait qu'il y a une littérature qui est ancrée dans le sol, qui est ancrée vraiment dans la notion de lieu, de place, de territoire. Ça, c'est quelque chose de très américain. Et l'autre apport de la littérature américaine, qui vient un peu de ça par le western, puis le roman policier qui est importé d'Europe, c'est le roman noir. Voilà, qui est un genre spécifiquement américain, qui est né là-bas dans les années 20, Chandler, Hammett, Black Mask, etc., qui est un roman de critique sociale, à l'époque où la société américaine cesse d'être une société de colons et d'immigrants, on va dire, aventuriers, tout ce qu'il y a au XIXe siècle, les cow-boys, les Indiens, tout ça. Et c'est où, à la fin du XIXe siècle, il y a des masses d'immigrants pauvres qui viennent d'Europe centrale, etc., qui créent une classe ouvrière qui, jusque dans les années 20, va avoir du mal à s'organiser, va être laminé par le grand capital et va donner la naissance aux mafias, la prohibition, la violence sociale, la violence urbaine, et va donner naissance au roman noir. Et donc, en fait, la nature qu'on trouve chez Hemingway, la différence de classe qu'on trouve chez Steinbeck et chez Fitzgerald, voilà, ça c'est, pour moi, c'est les bases de la littérature américaine du XXe siècle, elles sont là. Voilà. Et donc, l'autre livre, parce que c'est un de mes chouchous vraiment, qui est pour moi un des plus grands romans noirs, c'est On achève bien les chevaux, il est là, hein, ouais, de Horace McCoy, qui doit être dans une traduction pourrie encore, mais... Et mon Dieu. Bon, pour ceux qui lisent l'anglais, c'est une traduction de Marcel Duhamel. Excusez-moi, si j'avais su. Ah, je suis embêté. Ouais. J'aime bien les traducteurs, c'est ça? Ouais. Non. Bref, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, deux paumés. Donc le livre date de 1935. De deux paumés qui se rencontrent et Gloria, une jeune femme qui cherche à aller travailler dans le cinéma. On est sur la côte ouest. Et lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et le jeune homme, dont j'ai oublié le prénom, ils ont besoin d'argent et ils vont faire ce qui existait vraiment. Je l'ai appris en lisant le livre la première fois, un marathon de danse. 1935, donc c'est la crise aux États-Unis, bien sûr. Et ça en dit long sur la brutalité de ces sociétés. Des gens organisaient des concours de danse, des marathons de danse, où il y avait 150 couples qui dansaient. Et le dernier couple à rester debout gagnait $1000, l'équivalent de plusieurs mois de salaire et tout. Et non mais on imagine le truc. Enfin, je veux dire, c'est donc les gens dansaient pendant 50 minutes, avaient 10 minutes pour se reposer, et hop, ils devaient redanser, etc. Et il y a des marathons qui s'organisaient où ils doivent danser le plus vite possible en tournant autour de la pièce, etc. Ça a vraiment existé. C'est incroyable. Et donc, le public venait là, donc c'est les jeux du cirque. Et les gens très pauvres n'avaient pas le choix, et donc ils y allaient. Voilà. Et ça, c'est la quintessence du roman noir. C'est raconté par le narrateur donc, et le jeune homme qui danse avec cette jeune femme, Gloria, qui elle est complètement détruite
par cette société, elle n'y arrive pas, elle va pas s'en sortir, elle demande tout le temps, elle en a marre de vivre, elle lui dit non mais arrête, j'en peux plus, voilà. Et lui, il va essayer de la porter, de l'encourager jusqu'à la fin. Et c'est franchement un texte extraordinaire. Ça se lit très très vite. Même en français, voilà, vous le lirez en français, puis vous le relirez en anglais. Mais voilà. Et là, on est au cœur du roman noir. Donc, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et j'ai fini la littérature américaine. Voilà. C'est un français et un scandinave. Voilà. Bon, vous ne croyez pas que je sois que monomaniaque. Même si je le suis un peu en ce moment, mais alors c'est pas très original. Alors j'ai surtout pas écouté heureusement ce que disait Jour de Proust. Moi, mon auteur préféré, malgré tout, ça reste un de mes auteurs préférés, c'est Marcel Proust, qui une fois encore, je suis effaré par la banalité de ce que je vais dire, mais bon. Ça, j'ai lu ça quand j'avais 25 ans. Donc, qui a lu La Recherche? Bon. Ah, ben voilà. La Recherche, c'est un seul livre. Et ce qui est génial avec Proust... Non, mais vous avez le temps, c'est bien. Non, là, franchement, c'est... Moi, on me l'avait fait étudier quand j'étais en première, et c'est chiant, quoi. On ne fait pas lire Proust à 17 ans, c'est chiant. Et bon, et à un moment, j'ai eu l'occasion de le lire plus tard. Et en fait, ce qui est démentiel avec Proust, premièrement, c'est que c'est pas du tout l'image qu'on en a. C'est extrêmement contestataire, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a de la guerre, il y a énormément d'humour. C'est pas du tout des phrases très 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 longues, c'est beaucoup moins long que Balzac ou plein d'autres auteurs. C'est pas du tout compliqué à lire. Et c'est un vrai polar. C'est ça qui est démentiel. C'est-à-dire que Proust, il a écrit La Recherche toute sa vie, hein, il a écrit un seul livre. Le reste, c'est des brouillons, plus ou moins, des exercices de style. C'est l'homme d'un seul livre. Et en fait, il a commencé à publier donc du côté de chez soi en 1913. Il est mort en 22, il y en avait 4. 4 qui étaient sortis. Et les 3 autres sont sortis après, ce qui est un peu dommage, parce que, à mon avis, il y a des problèmes d'editing, comme on dirait dans mon métier. C'est vrai, hein, les deux... Enfin, de chronologie et de... Ouais, il y a des longueurs, enfin bref, mais c'est pas grave. Il faut quand même tout lire, hein, je vous le dis, mais les 50 dernières pages du Temps retrouvé, donc qui ont été publiées en 1927, lui est mort en 22, vous explique que, ça fait 2500 pages à peu près, que les 2450 pages n'auraient pas pu exister sans ces 50 dernières pages. Ce qui est un truc de malade. Ce qui est un truc, mais incroyable. C'est vraiment incroyable. Et en fait, tout ce que vous lisez, il réussit à faire un truc qui est incroyable, puisque je vais pas vous donner la clé, mais tout ce que vous lisez prend son sens au fur et à mesure que vous lisez. Ça se passe très très bien. Franchement, c'est cool. Hein, donc, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Hein. L'histoire de La Recherche, c'est simple, c'est Marcel veut devenir écrivain. On ne sait pas qu'il s'appelle Marcel, sauf une fois, par erreur, il le dit, mais voilà. C'est X veut devenir écrivain, et puis il voit le monde autour de lui. Bref, c'est la vie, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de la vie. Et tout le reste, il y a la scène il y a un bal magnifique, et tout s'éclaire dans ces 50 dernières pages. Et franchement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a un avant, il y a un après avoir lu Proust. Clairement. C'est un peu comme The Deer Hunter au cinéma, vous voyez. Il y a un avant et un après. Il faut vraiment arrêter de lire toutes les autres conneries que vous lisez. Lisez ça. Non, mais sérieusement, c'est important. Parce que Proust, mis à part le fait que c'est un vrai génie, pas du tout l'image qu'on en a, etc., on en paye encore le prix aujourd'hui. C'est-à-dire, ça c'est ma théorie qui est un peu fumeuse, et s'il y a des écrivains dans la salle, en général, mais c'est qu'en fait, Proust, donc, écrit à la première personne. Je fais ci, je fais ça, voilà, je faisais ça, machin. Donc et c'est très proche de sa vie. Et donc on a dit, ouais, maintenant ça a donné en fait l'autofiction de merde, dont on nous abreuve, pardon, j'ai le droit de le lire, je suis invité, donc, dont on nous abreuve tout le temps, nous en croire que c'est la littérature. Comme des gens essaient d'écrire en faisant du Hemingway avec des phrases de 3 mots, mais il faut être Hemingway pour y arriver, les gens essaient d'écrire sans avoir d'idée, sans avoir d'imagination, mais il faut être Proust. Voilà. Et pour moi, je pense que Proust, il a tué tout un pan de la littérature française
parce qu'on essaye de faire du Proust sans être Proust. Voilà. Ça, c'est ma théorie, hein, donc mais ça me fait plaisir de le dire. Voilà. Non, il faut lire ça. Et il y en a un qui a réussi à faire un truc qui m'impressionne, que je n'ai pas encore fini depuis. Je sais pas dans quelle mesure il est connu en France, mais c'est un auteur qui s'appelle Karl Ove Knausgaard, qui est là, ouais, qui est là, qui a écrit un livre qui s'appelle Mon combat, Mein Kampf, en référence à Hitler. C'est un très bel hommage à Mein Kampf. Non. Vous avez entendu parler de ce bouquin? Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est un livre qui est sorti en Norvège entre 2009 et 2011, je crois. C'est 6 volumes de 500 pages, après c'est 3000 pages. Et Karl Ove Knausgaard, il est né en 68. Il a écrit quelques romans. Il avait du succès. C'est un Norvégien donc. Et il en a eu marre d'écrire de la fiction et il voulait écrire sur son père, la mort de son père. Il n'y arrivait pas. Et il s'est dit bon, quel est le but de la littérature? Il dit le but c'est d'arriver à raconter ce qui se passe vraiment, mais sans faire de style. Le style, on s'en fout. L'écriture, on s'en fout. Ce qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'île au trésor. Il dit on s'en fout l'écriture. Ce qu'il faut, c'est raconter l'expérience de la vie. Et il va commencer à raconter sa vie. Son combat, Mein Kampf, c'est vraiment d'arriver à avoir une vie, à raconter une vie normale, à avoir une vie normale. Son combat, c'est d'arriver à vivre comme un homme normal. Mais il n'y arrive pas parce qu'il est écorché vif. Et il vous raconte ça en écrivant très très vite, très mal, dit-il. Et il raconte, effectivement, dans le premier volume, la mort d'un père, la mort de son père qui était alcoolique, qu'il terrorisait quand il était enfant, le divorce de ses parents, là, dans Un homme amoureux qui est pour l'instant le meilleur. Il y en a 4 qui sont sortis en France, enfin ou 3, et je crois que le 4e sort là peut-être. Enfin voilà. Sur les 6, il raconte la rencontre avec sa femme, etc. Il y a toujours des retours à passer dans le 3e, il rencontre son enfant, etc. Et là où il est génial, comme quoi les écrivains, il dit à la fin, quand le livre est sorti en Norvège, c'est un pays de 5 millions d'habitants, le livre s'est vendu à 500 000 exemplaires. C'était un énorme best-seller. C'est un énorme best-seller aux États-Unis, partout dans le monde, sauf en France, pour l'instant. Moi, je pense que c'est un des plus grands livres que j'ai lus ces 10 dernières années. Voilà. Et il y a des longueurs, il y a des passages un peu trop longs, mais il y a du style. Et en fait, il nous fait croire qu'il n'y a pas de style, il fait croire qu'il écrit 20 pages par jour sans se relire, etc. Mais en fait, il manque complètement. C'est ça qui est génial. C'est que c'est vraiment bien écrit. Et il y a une espèce de drogue voyeuriste à essayer, à suivre cet homme, puisque c'est sa vie. C'est les vrais noms, les vrais gens. Lui, il dit, comme Proust, il dit non mais c'est la vraie vie, enfin à l'inverse de Proust qui disait lui c'est de la fiction, il dit moi il n'y a pas d'intérêt à lire ça, c'est juste pour moi. Et en fait nous on se dit c'est du voyeurisme, on va suivre ce type là et tout. Et en fait ce qui marche, c'est pas les histoires de ce type là qui n'ont aucun intérêt, c'est juste un type un peu paumé, comme un peu écorché vif et qui a la vie de tout le monde, voilà. Mais c'est l'écriture. Donc en fait c'est une forme de et il fait référence à Proust justement, mais c'est quasiment une forme d'anti-Proust. Sauf que Proust, il y a aussi l'écriture, mais lui, il dit qu'il fait pas de la fiction, mais par l'écriture, il magnifie le récit et il en fait quelque chose de vraiment littéraire. Là où Proust, lui, dit qu'il fait de la fiction et il magnifie son existence et il en fait quelque chose de littéraire aussi. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est... Et j'ai fait... Comme il m'a dit que Proust, ça comptait pour 2, donc voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Oliver. Comme les traditions, donc les soirs de libraire invité, je vais prendre quelques minutes, je vais pas abuser de votre temps, mais pour vous parler de quelques livres des éditions Gallmeister, des livres qu'on aime beaucoup. Alors bon, franchement, ça a été dur de les choisir parce que je vous encourage tout à l'heure, autour d'un verre, à regarder l'ensemble du rayon parce qu'il y a vraiment un paquet de livres là-dedans qui sont vraiment tous incroyables. J'ai failli choisir Amour Monstre, notamment, qui est sorti l'été dernier, qui est une histoire de famille mutante volontaire en fait autour d'un cirque. C'est de la folie furieuse, mais c'est vraiment génial. Mais bon, c'est pas cela que j'ai retenu pour ce soir. Donc je vais commencer par un
en fait une classique pour des gens qui sont chez Caribe, parce que le post-apocalyptique, c'est un truc assez connu chez Caribe. Donc c'est un post-apocalyptique. Alors, je m'excuse par avance, enfin, je peux m'excuser parce qu'évidemment, comme je vais essayer de les présenter chacun en 3 ou 4 minutes, je vais choisir quelques angles. Les livres sont plus riches que ce que je vais en dire, hein, évidemment. Mais ce qui est marrant pour un post-apocalyptique, c'est que tout ce qui fait normalement le charme ou la bizarrerie du post-apocalyptique est désamorcé d'emblée, parce que, en fait, cette famille qui va être concernée, ils habitent déjà dans des circonstances, dans des quasiment post-apocalyptiques. Ils sont à 25 km de la première grosse maison, ils sont au cœur d'une forêt. Donc la civilisation, pour eux, c'est quelque chose de toute façon d'assez ténu. Si, il faut aller chercher évidemment le carburant, les machins de temps en temps, quoi. Mais ils vivent déjà de façon très, comme on s'y attend, en autarcie, comme si... et c'est pas du tout pour des raisons de parano, quoi que ce soit. C'est juste qu'ils vivent comme ça dans la forêt. Dans la forêt, comme son nom l'indique, puisque c'est Gene Egland. Et quand effectivement des rumeurs commencent à arriver, qu'il se passe des choses, que ça craint, qu'il y a des gens qui meurent, il y a des troubles, puis que la radio comme la télé disparaissent, enfin tout ça, l'électricité devient assez erratique. Ils se replient un peu sur eux-mêmes. Alors la mère, on le sait dès le début, donc ça c'est pas un spoiler. Hein, la mère en fait est morte du cancer juste avant que ça commence à vraiment déconner. Donc il y a les deux filles qui sont là avec leur père, et les deux filles elles sont assez étonnantes. Elles sont c'est vraiment les énormes polars dans leur genre. Il y en a une qui est bien qu'habitant comme ça dans la forêt, elle veut aller à Harvard, donc elle bosse mais comme une folle furieuse pour l'université. Elle est très douée, mais elle a une connaissance livresque, encyclopédique. Alors évidemment, quand Internet s'arrête, elle est un peu plus ennuyée. Mais et l'autre, elle bosse pour être danseuse professionnelle au ballet de San Francisco. Ils vivent dans la forêt quelque part je sais plus, enfin dans l'Oregon ou dans l'État de Washington, par là. Et finalement, donc il y a ce père et ces deux filles qui sont là dans la forêt. La civilisation s'effondre doucement autour d'eux, et donc c'est la résistance. Alors, on dit dans la forêt, la cabane, le père, les filles. Bon, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas lu Sequan Island de David Vann, je vous encourage absolument à le lire, et je vous en dirai rien de plus. Mais ça n'a rien à voir avec Sequan Island. Enfin, c'est pas du tout de ça dont on parle pour ceux qui l'ont lu. Mais ce que je trouve fascinant dans ce livre, il y a un truc qu'on voit rarement dans un post-apo, c'est la focalisation sur la cellule familiale et sur le rapport entre deux sœurs, notamment deux sœurs qui sont à la fois étonnamment proches et étonnamment différentes. Confrontés évidemment à une situation de crise cataclysmique, et qui au départ, si on prend par exemple un autre livre extraordinaire chez Gallmeister, qui n'est pas un post-apo du tout, hein, qui est Indian Creek de Pete Fromm, il y a quand même cet étudiant qui va affronter l'hiver dans le Montana, seul dans une cabane dans les bois, puis en fait comme il est très modeste, ce garçon, et qui se rend pas compte qu'il est une force de la nature, lui dit ouais bon mais c'est pas grave, je suis allé dans la neige chercher un truc là à 25 km. Lui il s'en rend pas compte, donc il nous raconte des choses absolument incroyables. Il raconte ça de façon assez benoîte, quoi. Là c'est pas le cas, hein. Les deux gamines elles vont pas aller faire 25 km dans la neige pour aller chercher un bidon d'essence, hein. C'est hors de question. Elles savent rien faire en réalité. Elles ont pas d'expérience du tout de la survie, de la vie rurale. C'est leurs parents qui s'occupaient de ça. Du coup, ce post-apo, il prend vraiment une tournure complètement différente de ce que j'avais pu lire jusque-là, et ça reste très proche en fait du moment où la fin de la civilisation se produit. C'est pas des trucs qui se produisent des dizaines ou des cinquantaines d'années après. C'est pas Station Eleven. C'est autre chose. C'est vraiment il y a et c'est extrêmement alors les mots disent exaltant et troublant. Exaltant, je sais pas. Troublant, il y a aucun doute. Mais c'est fascinant en tout cas, moi, je trouve, de voir comment ces deux filles affrontent quelque chose de totalement inhabituel, avec des moyens du bord qui sont pas du tout ceux qu'on trouve dans ce genre de littérature en général. Donc voilà, donc faut vraiment le lire. Le deuxième, complètement différent, même si ça en fait c'est un pré-post-apo d'une certaine façon, puisque c'est Rêves Arctiques de Barry Lopez. Oui, Barry Lopez, c'est quelqu'un d'assez étonnant. C'est un scientifique, plutôt un vulgarisateur scientifique qu'un véritable scientifique au sens académique du terme. C'est un marcheur infatigable. C'est un type qui arpente. Le livre a déjà une quinzaine d'années, mais c'est quelqu'un qui a arpenté pendant des dizaines d'années avec des missions scientifiques tout l'Arctique. Alors, principalement l'Arctique canadien et l'Alaska, mais aussi à l'occasion la Sibérie, la Laponie. Donc il connaît ça comme sa poche. Et il nous raconte en fait, et c'est pas du tout, c'est un livre qui est bourré de science, mais qui est pas aride une seconde. Il écrit superbement, et il nous raconte en fait
à quel point, dans un truc aussi dur que le monde arctique, ou antarctique à l'occasion, même s'il est centré sur l'Arctique, les animaux, les organismes, les écosystèmes se sont rodés pendant des centaines d'années pour arriver à avoir des trucs qui fonctionnent de justesse, qui fonctionnent de façon périlleuse, mais qui fonctionnent. Et puis comment l'homme, avec sa main un peu lourde, surtout l'homme des 50 dernières années, celui des pipelines, des plateformes pétrolières, des brise-glaces atomiques, lentement mais sûrement, sans même parler à l'époque du méta-réchauffement climatique qui n'existe pas, on le sait, hein, mais comment tout ça, tous ces équilibres sont perturbés et comment en fait des animaux, et c'est étonnant d'arriver à faire un livre qui est profondément humain, qui est profondément politique, sans qu'à aucun moment que ce soit un pamphlet ou une diatribe contre, on parle 3 fois de compagnies pétrolières et sur des ordres très précis d'une plateforme à tel endroit et tout, et qui réussit à parler de l'ours polaire, du bœuf musqué, du pétrel, et qui en fait, en analysant exactement comment ils vivent et comment ils arrivent à survivre dans un environnement qui est fondamentalement hostile, y compris pour eux. Hein. Comment tout ça, effectivement, est mis en danger, et pas comme ça d'un seul coup parce qu'il y a un raz-de-marée ou un... Non, parce que tout s'effrite, et qu'en fait, des trucs qui marchaient se mettent à plus marcher, à moins bien marcher, et puis que de génération en génération, ça disparaît et ça s'accélère. Et donc ce livre, il est plus intéressant que bien des livres justement de science-fiction post-apocalyptique parce qu'il est complètement factuel et en même temps il raconte des promenades dans le Grand Nord canadien, dans l'Alaska, qui sont en elles-mêmes des morceaux de bravoure avec des choses qu'on ne voit pas, quoi. Enfin, il y a quelques documentaires, enfin parfois filmés, mais il le raconte superbement. Et il fait prendre conscience mieux que bien des livres d'à quel point des choses qui ont été rodées par la nature pendant des centaines d'années pour fonctionner, en fait, sont brisées en quelques dizaines d'années de façon largement irrémédiable. En fait. Et donc c'est fascinant, et c'est pas du tout un livre glauque, malgré ce que je viens de dire. C'est un livre qui reste joyeux, parce qu'il y a une espèce de foi là-dedans, en disant la nature, elle arrivera quand même à surmonter même les pires saloperies qu'on lui fait. Mais il va falloir lui donner un peu de temps. Donc, mais c'est vraiment magnifique. Le troisième, enfin en fait c'est 2 livres, mais je vais les faire en un seul. Pour moi c'est le premier livre par lequel j'ai connu les éditions Gallmeister, parce que c'est un livre que j'avais lu en anglais il y a très longtemps, enfin 2 livres que j'avais lu en anglais il y a très longtemps. Et en fait j'ai connu Gallmeister quand j'ai vu que c'est eux qui avaient édité Edouard Abbey en français. Donc Edouard Abbey pour moi c'est vraiment c'est ce qui donne du sens au nature writing. Alors là je sais qu'Oliver Gallmeister n'est pas entièrement d'accord avec ça, mais pour moi c'est lui qui donne du sens. Parce que, comme je suis pas du tout un pêcheur à la mouche, le nature writing pur qui vient de Thoreau et puis de la pratique de la pêche à la mouche, au départ, même si je m'y mets peu à peu, j'ai un peu de mal. En revanche, Edouard Abbey, c'est monumental. C'est un type c'est un amoureux d'une région assez particulière des États-Unis, qui est la région des Four Corners, donc où il y a un gros bout d'Arizona, un gros bout d'Utah, un bout de Nouveau-Mexique, mais en fait le Nouveau-Mexique c'est un peu une base arrière parce que paradoxalement les grosses villes de la région sont au Nouveau-Mexique. Hein. Et puis le Colorado c'est un tout petit coin parce que Denver et Colorado Springs sont vachement loin de cette région-là. C'est une région qui est désertique, c'est une région de canyon, canyon country, dans laquelle il a passé plusieurs années en fait comme park ranger. Et il a écrit un livre là-dessus qui est un documentaire, une sorte de mémoire qui s'appelle Désert solitaire, qui était son tout premier livre. Et puis en 75, il a sorti un roman donc, qui s'appelait Le gang de la clé à molette. Et il a inventé, en fait, littéralement, avant même que ça existe pour de bon, l'éco-sabotage. Alors pourquoi le gang de la clé à molette? Parce que c'est trois hommes et une femme qui sont absolument horrifiés par la manière dont les compagnies forestières, les compagnies d'extraction d'uranium, les compagnies d'extraction de charbon, en fait, sont depuis quelques dizaines d'années, hein, ça se passe en 75, sont en train de mettre à sac en fait ces régions semi-désertiques, donc là aussi fragiles, hein, avec des écosystèmes particulièrement trucs, mais qui sont aussi les régions dans lesquelles les Américains viennent avec leur camping-car, c'est le tourisme, c'est beau, c'est la nature. Il y a cet amour de la nature dont que mentionnait tout à l'heure Oliver, qui est chevillé au corps chez les Américains. Et Edouard Abbey est un féroce adversaire de la Disneylandisation de la nature. Donc, il veut que la nature, ça reste un truc qui se mérite un peu. Et donc, ces personnages, c'est eux qui commencent à mettre des clous dans les arbres, et puis surtout, là, partout où il y a des chantiers, la nuit, qui sont pas trop bien gardés au début,
Voilà, parce qu'après, quand le gang de la Clé Molette commence à vraiment agir, les chantiers commencent à être sérieusement gardés. Mais au début, c'est facile, ils viennent, hop, et puis c'est pour ça qu'on les appelle le gang de la Clé à Molette, hein, c'est que ils dévissent les réservoirs, ils enlèvent des pièces clés, ils piquent les carburateur, et donc le lendemain, il y a des gros bulldozers monstrueux, des excavatrices à plusieurs centaines de milliers de dollars qui peuvent pas démarrer, les chantiers prennent du retard. Alors, s'il y a bien un truc qui énerve en fait les exploitants capitalistes, c'est que les choses prennent du retard, et parce que ça coûte plus cher, etc. Et donc à 4, ils foutent un bordel pas possible en fait dans toute la région. Ils sont recherchés. Alors on sait pas qui c'est, évidemment, et ils se font pas prendre. Et bon voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que ce qui est incroyable, c'est que c'est un vrai roman d'aventure. C'est un western, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'ensemble des polices qui sont mobilisées pour attraper ces 4 desperados, qui sont dans le civil. Ça, on sait dès le début, donc c'est pas un spoiler. Il y en a un, c'est un chirurgien d'Albuquerque ultra coté. C'est lui qui finance tout, en fait, avec ses opérations et ses extractions de molaires sophistiquées. Il y a son assistante et amie qui est aussi une vraie tête brûlée. Il y a un mormon qui a 3 femmes, une dans chaque état, qui aime beaucoup la nature aussi, mais enfin qui est un peu particulier. Et puis il y a le dernier qui s'appelle Hey Duke, et c'est lui qui donne son nom au 2e tome, hein, qui est la suite de leurs aventures, le retour du gang. Et Hey Duke, c'est un ancien béret vert. C'est le genre de type qui peut traverser 60 km de canyon country avec un sac à dos de 60 kilos, en petite foulée, tranquille, en mangeant des cornflakes, quoi, sans lait. Et c'est une force de la nature, c'est un type qui va se hisser d'un canyon où normalement, une fois qu'on est tombé dedans, on n'en ressort jamais, et il se hisse avec les doigts, et donc ces 4-là, ils sont complètement différents, mais ils partagent cette espèce d'amour profond de la nature et de cette région assez particulière quand même, hein, des Four Corners, et puis de haine en fait, de l'avidité minière, capitaliste, forestière, qui met ça à sac pour des petits bouts de profit, sans créer d'emploi en général, ou de façon très marginale, et puis en spoliant évidemment les détenteurs éventuels des droits naturels, si même ça a un sens, droit naturel. Et donc après, le gang de la Clé à Molette, qui est vraiment absolument passionnant, en plus c'est bourré d'humour, c'est bourré de gags, parfois il y en a des très bons, il y en a, ça dépend du sens de l'humour de chacun. Il y a le retour du gang, donc là il l'écrit presque 10 ans plus tard. Lui, il l'écrit 10 ans plus tard, mais ça se passe 4 ans plus tard seulement dans l'aventure. Et là, c'est assez étonnant parce qu'entre-temps, le retour du gang met en scène ce qui s'est réellement passé dans les mouvements écologistes américains. C'est-à-dire que avant le gang de la Clé à Molette, les mouvements écologistes américains étaient assez du genre, assez mous, disons, hein, en disant ouais, c'est vraiment pas bien de s'en prendre à la nature. Et puis après, 10 ans plus tard, il y a eu des mouvements un peu plus radicaux qui se sont mis en place. Et donc il y a ceux notamment dont je ne sais pas si vous avez en tête l'épisode 20 de la première saison de X-Files. C'est un hommage en fait à Edouard Abbey. Ça s'appelle Quand vient la nuit. Et ça met en scène effectivement notamment des éco-saboteurs et des park rangers autour de thèmes qui viennent directement du retour du gang. Et voilà, donc c'est là, eux, ils étaient à la retraite là, les 4. C'est bon, ils avaient eu très chaud. Et ça, c'est un spoiler. À la fin du gang de la Clé à Molette, la vie était devenue assez dure. Mais ils reprennent du service dans le retour du gang, pour diverses raisons, là vous les découvrirez. Et ils retournent se battre, donc, et là évidemment dans des conditions très différentes, parce qu'il y a aussi des mouvements écologistes radicaux, donc il y a des gens sur qui faire prise et tout, et c'est à la fois évidemment la parfaite continuité, mais il y a 10 ans de vraie vie en fait, et de vraies évolutions politiques de l'écologie aux États-Unis qui se sont produites, et donc c'est pas neutre du tout. Haïdouk, tu sais qu'il a vraiment, c'est quelqu'un qui. Oui, je crois que. Bah, de même que, alors on a toujours dit qu'il y a une partie hein, de ce qu'il y a là-dedans qui correspond aussi à des éléments autobiographiques. Ah oui, il l'a Abby, fait, Abby, clairement. Oui, il a été. Hein, et Duke, c'est Doug Peacock en fait, qui est là d'ailleurs. Qui est là, qui était effectivement un type qui a fait la guerre du Vietnam en tant qu'infirmier, qui est rentré atteint d'un syndrome de stress post-traumatique très grave. Et il s'est réfugié dans la nature sauvage. En bon américain, il est parti observer les grizzlies dans la région de Yellowstone. C'est devenu un des spécialistes mondiaux des grizzlies. Il a conseillé Jean-Jacques Hano sur le tournage de l'ours. Il a écrit pas mal de livres là-dessus. Il a écrit notamment ses mémoires, justement, cette aventure-là, entre la guerre du Vietnam et son retour à la vie, qui s'appelle Mes années grizzly, chez moi. Et il a publié aussi un livre qui s'appelle Une guerre dans la tête, où il raconte, en 68, il a rencontré Edouard Abbey. Ils ont une espèce d'attirance
intellectuelle très très forte l'un pour l'autre. Ils sont devenus très très amis. Et Abby, lorsqu'il a créé le vétéran du Vietnam, force de la nature, etc., même physiquement, il décrit Doug Peacock, quoi. Et il lui a dit, etc. Et dans un autre livre qui s'appelle Une guerre dans la tête, Peacock raconte comment il a enterré Edward Abbey. Lorsqu'Abby est mort, Peacock, le beau-frère d'Abby et un autre copain ont simulé un enterrement et ils sont allés l'enterrer dans le désert à un endroit que personne ne connaît. Voilà. Parce que c'est interdit d'enterrer quelqu'un dans le désert. Et c'est lui qui a fait ça. Donc il a vraiment existé et ils ont fait ça. Il l'a raconté. Moi il me l'a dit. Ils sabotaient ils ont jamais tué personne, hein, mais ils sabotaient des bulldozers lorsqu'il y avait des routes qui étaient tracées. Vous savez, on met des piquets, ils enlevaient les piquets, toutes ces conneries là. Il a été sous surveillance du FBI pendant des années à cause de ce genre de choses. Voilà. Et il y a plusieurs des auteurs, autres même que Peacock, qui sont édités chez Eric Meister, qui ont de toute façon dans leur petit panthéon personnel et dans leur pèlerinage qu'ils ont fait au moment où ils sont devenus écrivains, des gens plus jeunes qu'Abby, qui sont allés voir Abby, qui ont parlé avec lui, parce que c'est vraiment une figure énorme justement d'un nature writing qui a une énorme authenticité, qui repose sur des gens qui arpentent réellement le terrain, qui écrivent pas ça depuis un appartement de Chicago, et puis qui croient énormément, à ce fait que la nature, faut l'aider un peu à résister parce que c'est pas gagné, quoi. Donc oui, c'est quelqu'un qui a une énorme influence en plus de ça. Et donc n'hésitez pas également, là, plus dans un genre documentaire, Désert solitaire, est absolument passionnant. Et pourtant, ça raconte la vie d'un park ranger. Et franchement, moi, on m'aurait dit ça, et c'est absolument passionnant. Pareil, une fois encore, c'est... Je te coupe, hein, excuse-moi, mais je peux pas résister parce que je vais... Tu lis bien, toi, non? Tu sais lire? À peu près. Juste le début, le prologue. Voilà. Juste le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe? Ouais. Il parle d'un paysage qui s'appelle le parc national des Arches. C'était pas encore un parc national à l'époque. Alors enfin, une mise en garde. L'été prochain, ne sautez pas dans votre voiture pour filer vers le pays des canyons dans l'espoir de voir par vous-même certaines des choses que j'ai évoquées dans ces pages. Tout d'abord, vous ne verrez rien du tout en voiture. Vous devrez sortir de votre foutu engin et marcher, ou mieux encore, ramper à quatre pattes sur le grès à travers les buissons épineux entre les cactus. Lorsque vous commencerez à laisser des traces de sang derrière vous, vous verrez quelque chose, peut-être. Ou peut-être pas. Ensuite, la plupart des choses dont je parle ici ont déjà disparu, ou sont en train de disparaître rapidement. Ce livre n'est pas un guide de voyage, c'est une élégie, un tombeau. Ce que vous tenez entre vos mains est une stèle, une foutue dalle de roc. Ne vous la faites pas tomber sur les pieds. Lancez-la contre quelque chose de grand, fait de verre et d'acier. Qu'avez-vous à perdre? Voilà, tout est habillé là-dedans. C'est magnifique, moi je trouve. Et dans ce cas, je vais faire effectivement une toute petite citation. C'était dans Le Retour du gland de la clé à molette. Et sur ce sujet de sabotage, c'est beau parce que donc il y a ces 10 ans qui ont passé. Et j'aime beaucoup l'avertissement, tout simplement. L'avertissement qui est en tête du Retour du gland de la molette, donc le deuxième tome, qui dit avertissement. Quiconque prendra ce livre au sérieux sera immédiatement abattu. Quiconque ne le prendra pas au sérieux sera enterré vivant par un bulldozer Mitsubishi. Ça donne aussi assez bien le ton Du bonhomme. des bonhommes. Et pour finir, donc, Les Marches de l'Amérique, qui est sorti relativement récemment, il y a quelques semaines, donc chez Gallmeister. C'est le deuxième roman de Lance Weller, qui a sorti il y a 4 ans donc en France et 5 ans aux États-Unis, Wilderness. Donc, Wilderness qui se passait à l'époque, en gros, de la guerre d'indépendance américaine. Les Marches de l'Amérique, qui n'est pas encore paru aux États-Unis, donc il faut aussi rendre un peu hommage à Oliver Gallmeister de ne pas hésiter à prendre les devants dans ce domaine, se passe 40-60 ans plus tard, vraiment dans les débuts de la véritable conquête de l'Ouest, puisque ça se passe entre 1820, le cœur du roman se passe entre 1820 et 1840. Il y en a un peu qui se passe avant, un peu qui se passe après, mais le cœur est là. Donc c'est la conquête de l'Ouest, c'est ses débuts, mais c'est fait d'une manière... tout le matériau de ce qui deviendra le Far West, le western authentique, tout est dedans. Mais à l'état de traces de mise en place. Et Lance Weller, à aucun moment, ne renie tout ça, simplement, il en fait une double lecture en permanence. Une lecture
par l'emphase, la conquête. On apprend les éléments et tout, le territoire qui s'étend, les États-Unis, l'Amérique, et puis les toutes petites gens, les paysans miséreux, les artisans déclassés qui sont là, de toute façon, qui sont en train de crever sur leur côte est, et qu'au fond pas tellement d'autres choix à part mourir que d'essayer de partir, essayer de trouver mieux, enfin, dans des conditions atroces en réalité. Et ça, au lieu de nous faire une grande fresque historique avec 50 000 personnages, un gros machin historique qui aurait fait 800 pages, tout ce qui était une possibilité, hein, il fait un roman monstrueusement dense de 340 pages où il se focalise sur 3 personnes qui font un trio qui est complètement improbable au départ, hein, et qui prend de l'épaisseur à chaque page. Alors évidemment, il ne le fait pas en ordre chronologique, parce que ce serait dommage. Il nous les attrape dans l'introduction à un moment, vers les 2/3 en fait de leur existence commune, et ils sont vus par le regard d'autres, par en fait 2 familles de pionniers, c'est l'intro, hein, qui sont complètement paumés dans la pampa. Ils sont là avec leur sextant et leur truc, mais ils savent plus où ils sont, quoi. Puis il y a une gamine, enfin, qui est là, puis qui voit arriver ces 3 personnes sur un vieux chariot pourri avec des mules. Et ils sont là, ils sont 3, ils sont en ordre de taille, c'est pas les Dalton. Il y en a un qui est grand, mince, super moche, avec un visage vraiment bizarre, asymétrique, tout tordu. Il y a une femme au milieu qui est absolument sublime, une beauté comme on en voit vraiment rarement. Ce sera l'avis de tout le monde tout le long du bouquin. Et puis il y a un type qui est très beau, mais qui est un peu petit de taille, et ils sont là sur leur chariot, ils avancent. Puis en fait, on va apprendre qui c'est peu à peu. Landsweller va nous dire d'où ils viennent, comment ils sont connus. Il y en a 2, c'est des amis d'enfance. Elle, c'est une ancienne esclave qui s'est retrouvée libérée dans des circonstances un petit peu spéciales. Enfin, libérée, ça dépend. Il faudrait des juristes pour dire vraiment si elle est libre. Il va bien se garder de consulter des juristes. Hein. Et en fait, ces 3-là, ils passent leur temps ils savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, hein, mais ils cherchent en tout cas à ne pas retomber dans la misère totale, à ne pas retomber dans ce qui a été leur vie à l'est du Mississippi. Donc ils sont là, ils errent en fait à l'ouest du Mississippi, entre pas trop au nord parce qu'il y a de la neige, pas trop au sud parce que il y a la guerre triangulaire Mexique, Texas, États-Unis dans ces années-là, 1835-1840, avec les États-Unis qui viennent d'annexer le Texas, qui sont en guerre avec le Mexique. Il y a évidemment ce qu'on connaît bien par d'autres romanciers, tout ce qui est bande de bandits, mercenaires qui chassent le scalp d'Indiens. Puis bon, si c'est pas des Indiens, si c'est des Mexicains, voire des paysans américains, c'est pas vraiment grave. Un scalp, c'est un scalp, hein, puis ça rapporte quand même $2 à la fin, donc on va pas non plus se faire chier. Et ils sont dans cet univers-là, et puis ils sont exceptionnels, et on sait pas bien pourquoi, il y a des indices, et puis peu à peu, on apprend en même temps toute leur histoire, et c'est très poignant, c'est intime, c'est tragique, hein. Mais en même temps, c'est pas grandiloquent. À aucun moment, il n'y a pas la conquête de l'Amérique. Non, c'est vraiment pris par le petit, par l'intime, et c'est très très fort. Et puis et bien que ce soit, j'ai rarement vu un cocktail pareil qui est à la fois très triste, honnêtement, et en même temps très drôle. Et c'est bizarre, hein, c'est pas facile à faire ça. Et là, suivant les pages et tout, et parfois dans la même page, il y a un truc, c'est atrocement triste, c'est presque les larmes aux yeux, puis en même temps c'est super drôle, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs. Et il est assez étonnant, enfin ce Landsweller, pour pouvoir écrire un roman comme ça, qui est vraiment une saga de la conquête de l'Amérique, par un tout petit bout de la lorgnette assez spécifique, bien travaillé, et où on embrasse en fait des choses qui dépassent, enfin, qui embrassent des dizaines d'années, et qui en font un bouquin, à mon avis, rarissime. Donc voilà, enfin, je parlais juste de ces 4-là, parce que après, on pourrait parler toute la nuit, hein, de Gallmeister, mais n'hésitez pas à continuer donc autour d'un verre. N'hésitez pas à poser des questions à Oliver, enfin s'il accepte d'y répondre, et puis à discuter avec lui donc autour d'un verre. Et voilà, et donc merci infiniment Oliver de t'être prêté à cet exercice, en effet, toujours un peu inhabituel et délicat, mais ça nous fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Bravo.